Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Murmure. L'épisode 2 de la saison 2 de Game of Thrones n'est pas une transition, c'est un tri. Ici, le monde commence à décider qui mérite de rester et qui doit disparaître. À Port-Réal, le pouvoir ne crie plus, il s'organise, il punit sans se salir. On remplace, on exile, on tient les hommes par la peur et par l'information. Au nord, la frontière parle enfin. Pas avec des mots, avec une vérité brute. Il existe des horreurs qui ne négocient pas. Et ailleurs, des prétendants se regardent et n'y trouvent pas un roi, mais un manque. Théon revient trop sûr de lui et découvre le vide. Stannis réclame un trône et on lui vend la foi, comme un raccourci. Ce soir, on ne va pas regarder la guerre, on va regarder ce qui la rend inévitable. Quand le monde se fissure, chacun cherche sa place. Et certains sont prêts à brûler des vies pour la garder. Si cette lecture résonne en vous, pensez à liker, à partager vos impressions et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. À Port-Réal, le pouvoir ne crie plus, il devient propre. Il ne frappe pas toujours, il administre. Ici, on ne détruit pas un homme, on le retire du système, on le remplace, et on appelle ça l'ordre. Tyrion se balade en sifflotant. Ce n'est pas de la légèreté, c'est une déclaration. À Port-Réal, le calme est une insolence, parce que cette ville vit de nerfs. Et lui dit « Je ne serai pas contaminé ». Il ouvre la porte, Shae, Varys. Et Tyrion comprend tout de suite. Ce n'est pas une visite, c'est un test. Varys ne menace jamais frontalement, il fait mieux. Il prouve qu'il sait, et il propose un pacte qui n'en est pas un. Je garde les secrets de mes bons amis. Traduction, je peux te détruire, mais je préfère te tenir. Et Tyrion coupe court. Je ne suis pas Ned Stark. Parce qu'ici, la morale ne protège personne. Varys sourit, parce que Varys n'est pas un ennemi classique, c'est une infrastructure. Il ne veut pas gagner contre toi, il veut être indispensable. Peu importe qui gagne. Cersei lit la lettre du Nord, et elle la déchire. Le geste est simple, ce que je refuse de lire n'existe pas. Tyrion propose de rendre les ossements de Ned, et ça ressemble à un geste noble, mais Port-Réal ne fait pas de noblesse. Port-Réal fait de la mise en scène. Rendre les ossements, ce n'est pas honorer Ned, c'est reprendre le contrôle du récit. On décide même de la forme de ta mort. Puis, un corbeau arrive du mur, et autour de la table, ça ricane. Parce que le pouvoir a une maladie, il ne respecte que ce qui peut le toucher demain matin. Tyrion, lui, insiste. Mormont ne ment jamais. Et derrière ça, il y a une vérité froide. Le danger n'a pas besoin qu'on y croie pour exister. Dans le bordel, Rose pleure. Et Littlefinger joue la compassion comme un masque. Puis, il laisse tomber le masque, il parle d'investissement, de coûts, de rentabilité. À Port-Réal, certains ne voient pas des vies, ils voient des lignes comptables. Et la tristesse devient un défaut de rendement. Il ne menace pas en criant, il menace en parlant doucement. Tu as une nuit pour redevenir fonctionnel. C'est ça son pouvoir, transformer le cadre en ultimatum. Tyrion sert du vin au commandant du guet. Il charme, il écoute, il jauge. Janos parle de loyauté, mais Tyrion connaît son prix, et il connaît son passif. Tu as déjà trahi une main, donc tu trahiras encore. Et là, Tyrion ne punit pas comme un tyran casse, Tyrion administre. Il retire une pièce défectueuse. Pas de procès, pas de scandale. Un bateau, un exil, un silence. Et Bronn prend la place.
Ce choix n'est pas affectif, il est stratégique. Bron n'est pas moral, il est lisible. Et à Port-Réal, le plus dangereux, ce n'est pas le méchant, c'est l'imprévisible. Cersei explose. Il n'avait pas le droit. Tyrion répond « Tu perds le peuple ». Et elle s'en moque. Parce qu'elle ne gouverne pas pour être aimée, elle gouverne pour survivre. Puis Tyrion évoque le bébé. Et là, rien. Pas d'argument, pas d'excuse. Juste un silence qui glace. Il comprend même autre chose. Ce n'est pas elle qui a donné l'ordre, mais ça ne change rien. Parce que Cersei protège Joffrey comme on protège une arme. Même quand elle vise tout le royaume. Et surtout, elle ne protège pas seulement un fils, elle protège la preuve que tout ce qu'elle a fait valait le coup. Voilà Port-Réal, une capitale qui punit sans se salir, et qui transforme tout en levier. Un lit, un secret, un uniforme, un récit. Ici, la violence n'est pas un excès, c'est une procédure. Et Tyrion ne vient pas assainir la ville, il vient apprendre sa langue pour la parler mieux que les autres. Loin des trônes, la guerre commence autrement. Elle commence par des listes, par des mandats, par des hommes qui cherchent un nom. Et dans ce monde, un nom n'est pas une identité, c'est une autorisation d'arrestation. Alors quand on te cherche, la meilleure façon de survivre, c'est de devenir introuvable, devenir personne. On retrouve Arya à l'écart. Pas dans un moment de calme, dans un moment de contrôle. Elle n'est pas juste vigilante, elle se discipline. Le regard, la posture, la voix, le corps. Elle ne joue pas à être un garçon, elle s'entraîne à ne pas être lue. Parce qu'ici, être reconnue, c'est être reprise. Un prisonnier l'aborde, il demande de l'eau. Mais il parle de lui d'une façon étrange. Cet homme. Ce n'est pas une tournure, c'est une distance. Les deux autres sont bruts, agressifs, bruyants. Lui, il est calme, il observe. Contrôlé. Comme si sa personne n'était pas un moi, comme si c'était un rôle. Il s'appelle Jaqen''Gar. Et tu sens déjà une chose. Il ne parle pas comme un homme, il parle comme une règle. Les manteaux d'or arrivent. Gendry disparaît immédiatement. Réflexe de survie. Et Arya comprend avant même qu'on parle. Ce n'est pas une patrouille, c'est une récupération. Un mandat royal, une arrestation. Là, tu vois la nature du royaume. Ce n'est pas le chaos, c'est l'État. Et ce détail compte, ils portent l'État sur le torse, mais ils reculent dès qu'on leur résiste. Yoren se dresse, ils ne discutent pas, ils tranchent. Ils appartiennent à la garde de nuit. Ils désarment le garde, sans théâtre, sans justice, juste du réel. Et là, tu comprends le rôle de la garde de nuit. Ce n'est pas seulement l'honneur, c'est aussi une machine à faire disparaître des vies, proprement. Un sas. Une zone grise où on échappe parfois au royaume. Le garde lâche quand même la vérité. Je reviendrai. Parce que le pouvoir ne s'arrête pas, il repasse. Après ça, quelque chose se crée entre Arya et Gendry. Pas une romance, une alliance. Arya insiste. Gendry finit par lâcher. Plusieurs mains l'ont déjà questionné sur sa mère. Donc la chasse est ancienne, structurée. Puis, Gendry la regarde et il comprend. Il sait que ce n'est pas un garçon. Et ce qui est fort, c'est qu'il ne la trahit pas, il la couvre. Il la laisse exister sans la nommer. Alors Arya craque juste assez. Je suis Arya Stark. Elle ne le dit pas pour se libérer, elle le dit parce que le secret crée une dette. Ils ne se rapprochent pas par affection, ils se rapprochent parce qu'ils se tiennent mutuellement par le secret.
Et pendant qu'Arya apprend à devenir introuvable au nord, il n'y a même plus d'endroit où se cacher. À Château-Noir, Samuel plaisante encore. Il regarde les filles, parle comme si l'humain pouvait faire écran. Puis, il croise Gilly. Et d'un coup, la survie n'est plus une idée, c'est une fille enceinte avec une peur trop précise. Elle n'ose pas tout dire, parce qu'au mur, le silence n'est pas un vide, c'est un prix. Sam veut aider, parce que Sam ne sait faire qu'une chose, voir un humain là où les autres voient un problème. Mais Jon comprend la règle avant lui. Tu ne peux pas sauver tout le monde, pas là où ils vont. Et quand Craster sort avec le bébé, tu vois la frontière pour ce qu'elle est. Pas un mur, un pacte. Le bébé disparaît dans la nuit. Et la série pose une loi froide. Au nord, le danger ne négocie pas, il prend. Ce que fait l'épisode ici, c'est un miroir. À Port-Réal, l'information sert à tenir les autres. Sur la route, elle sert à ne pas mourir. Sur la route, tu peux disparaître. Au mur, tu découvres pire. Même disparaître ne suffit pas toujours. Parce qu'il existe des choses qui ne te cherchent pas, elles te trouvent. Voilà la route et le mur. Deux endroits où l'enfance ne protège rien. Ici, le premier talent n'est pas le courage, c'est l'effacement. Parce que quand un royaume te cherche, tu gagnes en disparaissant. Et quand le royal te reprend, il ne te demande pas ton nom. Il y a des endroits où le pouvoir se prend, et d'autres où il faut d'abord prouver qu'on le mérite. À Pike, on ne te félicite pas, on te teste. On te méprise pour voir si tu tiens debout. À Pendragon, on ne te couronne pas, on te transforme. On te vend un destin contre ta volonté. Parce qu'une couronne, ici, ce n'est pas un objet, c'est un prix. Théon arrive sur un bateau avec le sourire. Il croit qu'on l'attend, qu'on va célébrer son retour. Et personne n'est là. Premier choc, il n'est pas un prince retrouvé. Il est un souvenir gênant. Et là, il faut être clair, Théon ne rentre pas à Pike pour gouverner, il rentre pour qu'on lui dise « tu comptes », pour qu'on confirme qu'il est bien un Greyjoy. Mais Pike ne donne pas ça, Pike l'arrache. Il se présente à un pêcheur. « Je suis l'héritier ». Et l'homme s'en fiche. Ça résume les îles de fer. Le titre n'impressionne personne. Seule la dureté compte. Seule la preuve compte. À Pike, tu n'es pas quelqu'un parce que tu le dis. Tu es quelqu'un parce que tu as survécu. Une femme l'aborde. Théon la regarde comme un objet, comme une récompense. Il pense encore en conquérant. Et elle le mène, elle l'observe. Elle le laisse parler pour le révéler. Puis, elle entre à Pike avec lui. Et la vérité tombe. C'est sa sœur, Yara. Ce retournement est parfait. Théon voulait prouver sa virilité, sa valeur, son rang. Et il se fait démonter par quelqu'un qui n'a rien à prouver. Yara ne le ridiculise pas pour le plaisir, elle le teste. Elle montre à tout le monde ce qu'il est. Un homme qui veut paraître. Balon est assis face au feu. Il ne se lève pas. Parce qu'à Pike, se lever, c'est déjà donné. Il regarde les vêtements de Théon et il pose la seule phrase qui compte ici. Du fer ou de l'or? Mais ce n'est pas une question, c'est un verdict. Ici, tu es fer ou tu n'es rien. Et quand Théon parle, Balon n'entend pas un fils, il entend un homme façonné par l'ennemi. Tu es un Stark. Cette phrase lui vole son identité. C'est une exécution symbolique. Tu reviens réclamer un nom et ton père te le confisque. Chez les Greyjoy, le problème n'est pas la défaite, le problème c'est la contamination.
Ils ne haïssent pas seulement le continent, ils haïssent l'idée d'avoir été influencés, adoucis, civilisés, achetés. Donc Balon ne veut pas récupérer Théon, il veut récupérer un Greyjoy pur. Et Théon arrive avec les codes des Stark. Théon remet la missive, Balon la brûle. Ce geste dit tout. Il refuse la diplomatie, refuse les règles du continent, refuse même l'idée qu'un autre valide sa place. Et Théon comprend. Ici, l'héritage ne se donne pas, il se mérite dans la boue. À Pike, on ne brise pas Théon d'un coup, on le vide. Et un homme vidé cherche ensuite une manière de se remplir. À Père Dragon, Davos négocie avec Salador Sahhan. Pas avec de l'ego, avec du pragmatisme. Le pirate veut piller Port-Réal, puis il veut plus. Il veut la reine. Davos ne vend pas des fantasmes, il vend une trajectoire. Et surtout, il parle en coût réel. Des hommes, des navires, des morts. C'est ça qui le distingue. Quand les autres parlent en destin, Davos parle en prix. Le fils de Davos parle de religion, et Davos l'écoute sans céder. Parce que le fils ne croit pas seulement, il s'accroche. Croire pour lui, c'est avoir une place claire dans un monde flou. Davos, lui, refuse le confort mental. Il sait qu'un miracle se paye toujours. Stannis arrive, il demande comment ça s'est passé. Puis Mélisandre isole la pièce, et le pouvoir change de forme. Ce n'est plus une flotte, ce n'est plus une armée, c'est un récit. Stannis est un légaliste, un homme de règles. Il ne veut pas convaincre, il veut être sûr. Et quand un homme veut une certitude, il devient manipulable. Il sait qu'il ne battra pas Renly sur le champ de bataille. Alors, elle lui vend ce que les hommes veulent quand ils sont coincés. Un raccourci. Elle lui parle de feu, de pureté, de victoire. Elle lui dit qu'il doit donner tout. Même son serment, même son corps, même sa fidélité. Et Stannis cède, lentement. Pas parce qu'il est faible, parce qu'il est affamé de légitimité. Mélisandre ne lui donne pas une stratégie, elle lui donne une permission morale. Le droit de franchir la ligne en se croyant pur. Elle ne lui donne pas une armée, elle lui donne un droit. Le droit d'aller au bout. Voilà, Pike et Père Dragon. Deux endroits où la couronne ne s'offre pas, elle l'exige. À Pike, on t'arrache ton nom. À Père Dragon, on t'arrache ta conscience. Et tout ça au nom d'une couronne. Théon cherche l'approbation d'un père et récolte le mépris. Stannis cherche la certitude d'un destin et accepte la dépendance. Parce que les prétendants ne veulent pas seulement un trône, ils veulent qu'on leur dise qu'ils y ont droit. Alors ils paient, en dignité, en liberté, en eux-mêmes. Cet épisode 2 ne montre pas encore la guerre, il montre la mécanique. À Port-Réal, le pouvoir devient propre. Il retire les pièces qui gênent et appelle ça l'ordre. Sur la route et au mur, survivre c'est s'effacer. Et parfois même, ça ne suffit pas. Le réel prend sans demander. Et à Pike comme à Père Dragon, la couronne ne se reçoit pas. Elle se paie.